On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un gars de la région qui s'est parti une entreprise pour faire la promotion et la vente des vestes airbag pour les motocyclistes. Mais d'abord, parlons de santé mentale et d'un important projet, bien sûr, qui vise le 4e étage de l'hôpital du Haut-Richelieu. Voilà donc une excellente nouvelle qu'on vous avait communiquée l'an dernier, mais qui maintenant se concrétise, c'est-à-dire donc des espaces réaménagés pour le mieux-être des patients à l'unité de psychiatrie de l'hôpital du Haut-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Benoît Genot, qui est le directeur des programmes de santé mentale et de dépendance au CIS de la Montérégie-Centre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Julie Coupal, qui est la directrice générale de la Fondation Santé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Parce qu'effectivement, l'an passé, on avait reçu l'un de vos collègues sur ce même plateau parce que c'était une excellente nouvelle d'une part. Et en même temps, on faisait le lien, et d'ailleurs, on va en parler à la fin janvier, là, la fameuse Belle cause pour la cause, où on ramasse des sous pour le bien de la santé mentale. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'une entité comme le CIS fait une demande, bien, les gens peuvent associer le fait que oui, on donne des sous à Belle cause pour la cause, mais qu'ultimement, on est capable d'aller chercher des sous qui, localement, vont nous aider. Donc, vous avez reçu, je pense, c'était un 20 000 de Belle cause pour la cause. Et ça vous a permis, donc, d'enclencher le processus d'une unité, disons, qui en avait grandement besoin. Absolument. Si vous voulez que je vous raconte le début de l'histoire, l'intérêt de ce projet-là, c'est que depuis quelques années, en santé mentale, on s'intéresse de plus en plus à l'expérience des patients, à ce qu'eux souhaitent pour leur mieux-être. Alors, ce qu'on fait de plus en plus dans nos grands projets, on invite, on consulte les usagers, leurs familles, les proches, autant que possible. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre de nos visites d'expérience patient, qu'on fait dans différentes unités de l'hôpital, notamment avec la PDGA, on rencontre des patients. On les questionne sur leur expérience de soins, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour vivre une meilleure expérience? Et dans ce cas-là, le point de départ, ça a été une histoire assez touchante. C'est une mère de famille, des jeunes enfants dont je ne me souviens plus exactement l'âge, qui nous a parlé de son expérience de soins, qui nous a dit « Moi, je suis bien ici, mais je ne l'ai pas choisi. Puis j'ai des enfants chez moi. Puis mes enfants, je suis ici à l'unité de psychiatrie pour les soigner, mais mes enfants ne sont pas là. Ils ne peuvent pas venir me voir. Je ne peux pas aller les voir. C'est terrible dans le rétablissement de quelqu'un. Hein? C'est ce qui est important dans la vie de tout parent, c'est d'être près de ses enfants, s'en occuper, ainsi de suite. Hein? Le rapport à l'environnement est très, très, très important. Et elle, ce qu'elle nous disait, dans mon rétablissement, ce qui m'a manqué, c'est principalement voir mes enfants. Parce que dans une unité de soins psychiatriques, évidemment, autant qu'on peut, c'est compliqué parce que pour assurer la quiétude des patients, pour la sécurité, on évite de le faire. Donc, on trouve des aménagements là, pour que les gens puissent voir leur famille, mais c'est toujours un peu plus complexe. Donc, on a voulu le faciliter. Parce qu'elle, ce qu'elle nous a passé comme message, c'est j'aurais aimé, dans le cadre de mon établissement, que mes enfants puissent venir me visiter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je suis là, moi, je suis une femme de la trentaine, j'ai besoin de bouger, je ne veux pas juste marcher en rond, déambuler. Y a-t-il moyen de faire de l'exercice pendant que je suis ici? Essayer de reprendre une santé mentale, mais une bonne santé physique. Donc, en discutant avec elle, l'idée a germé de mettre en place un salon famille. Dans un hôpital, chaque centimètre carré est calculé pour bien l'utiliser, vous comprendrez, pour hospitaliser les gens, puis il y a différentes utilités. Mais on a eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir une pièce qu'on appelait Solarium, qui était très vétuste, qui était abîmée, très peu utilisée. Et puis, on s'est dit, faisons un salon famille. Un salon famille dans lequel les gens vont pouvoir recevoir leurs proches, que ce soit leurs conjointes, leurs enfants, que ce soit des partenaires communautaires, ou peu importe. On voulait créer un environnement plus convivial pour que les gens puissent recevoir leur famille principalement. Donc, de là est née l'idée de mettre en place un salon famille. Donc, ce qu'il nous fallait, c'est un financement. Alors, on s'est adressé à la Fondation. La Fondation a fait des démarches avec nous pour qu'on puisse obtenir le budget nécessaire. Parce que d'une part, il y a eu donc un 20 000 de Belle cause pour la cause, mais aussi un 20 000 additionnel de la Fondation Santé. Oui, exactement. La Fondation Santé, quand on a eu la demande du CIS pour ces réaménagements-là, évidemment, ça répondait exactement à la mission de ce qu'on fait. La somme était quand même importante puisque non prévue initialement. Donc, on a tendu la main à Belle Cause qui, eux, ont répondu présent immédiatement. Donc, les deux ensemble, on a donné plus de 40 000 pour être capable d'aménager
le salon famille, mais aussi d'autres espaces. Peut-être que Oui. Benoît pourrait en parler Est-ce qu'on fait des davantage. miracles avec 40 000 Bien, C'est pas, surprenant, pas ouais. loin, pas loin. On fait des miracles parce que Ouais. c'est un message qu'on passe. Hein? C'est un message qu'on passe à nos usagers, leur famille, à la communauté. On veut être davantage proche des gens, on veut que les gens puissent venir voir leurs proches chez nous. Et oui, on a fait un salon famille. Mais vous avez aussi un autre espace que vous avez réaménagé pour l'activité physique, terrasse et tout ça. Là. Exactement, une terrasse extérieure. C'est une terrasse extérieure qui était déjà existante, auquel les patients avaient accès, mais la terrasse était difficile, comment dire, était vétuste, c'était pas agréable. Les gens sortaient à l'époque où les gens pouvaient fumer à l'extérieur, ils allaient fumer à l'extérieur. C'était pas joli, là. C'était un toit en gravelle avec des grillages, là. C'est vraiment déprimant, là. Les rayons de soleil qui pouvaient se rendre jusque-là étaient réjouissants. Là, on a réinvesti pour mettre un beau plancher, mettre des accessoires de jardinage. On va pouvoir faire des activités où les gens vont pouvoir aller dehors, oui, faire de l'exercice, se balancer, profiter de l'air frais, mais aussi être dans un environnement où on peut se reposer puis être apaisé, finalement. Parce que là, l'an passé, on annonçait la bonne nouvelle Oui. hein, du financement du projet, mais le projet était sur papier. Oui. Là, le projet, il est en vrai. Ça ressemble à quoi, Julie Coupal? On l'a inauguré ce matin et on a présenté des maquettes avant et après. Donc, il y a tous les aménagements que Benoît a parlé. Et on a aussi fait l'achat, par exemple, de chaises berçantes qui est dans, en tout cas, de l'autre partie où les gens sont hospitalisés et tout ça. Donc, il y avait plein de fauteuils. Puis quand on regarde les photos du avant, là, ils étaient tout abîmés, tout écaillés. Puis il y en a une bonne quinzaine. Donc, on a tout changé ça. La terrasse, bien, j'irais, moi, sur cette terrasse-là. Elle est vraiment agréable. Le mobilier urbain est vraiment beau. Puis là, on l'a vu l'hiver, mais on peut imaginer avec la végétation cet été, ça va être autre chose. La salle familiale aussi, vraiment super agréable, avec la vue vers l'extérieur, des belles couleurs, c'est vivant, c'est moderne. Donc, on peut vraiment s'imaginer que si on a à passer plusieurs semaines pour soigner nos problèmes en santé mentale, on a envie d'être dans un bel environnement propice, quelque chose de réjouissant. Propice au rétablissement, disons. Bien, oui. Puis je pense qu'on a bien réussi là, à livrer ça. Jusqu'ici, c'est quoi la réaction des patients eux-mêmes, de leur famille et même des employés qui sont au 4e? Je veux dire, c'est quoi la réaction que vous entendez suite, évidemment, à l'aménagement? Bien, nos patients, le rapport à l'environnement de nos patients est extrêmement important. Qu'on soit des soins de santé physique, ce qui est important, c'est nos médicaments, c'est l'opération qu'on subit pour se sentir mieux. Mais en santé mentale, on se guérit ou on se rétablit à travers les rapports humains, mais aussi à travers l'environnement. Donc, le fait d'avoir un environnement de soins pour les patients a également un effet sur les employés qui disent « Hey, enfin, on investit en santé mentale, on a investi dans un milieu qui est de plus en plus digne pour accueillir nos usagers. » Puis le travail, il faut savoir que quand on est un psychiatre, quand on est un professionnel de la santé mentale, on décide de s'engager puis de s'impliquer dans un parcours professionnel où on est exposé à la détresse humaine du matin jusqu'au soir. Et puis, ce qu'on recherche, notre valorisation, puis notre sentiment de réalisation, c'est d'accompagner les gens vers un mieux-être. Puis quand on sent que la communauté nous aide pour nous donner ce qu'il faut pour mieux travailler avec les gens, bien, c'est encourageant. Parce que c'est sûr que si on est déprimé et qu'on est dans un environnement déprimant, ça l'aide pas. Ça aide pas, là. C'est un peu ça, dans le fond. Exactement. Donc, l'environnement est hyper important dans le rétablissement. Là. Absolument, absolument. Puis on y travaille de plus en plus. Évidemment, on ne peut pas faire de miracle, mais à chaque occasion, on peut améliorer la qualité de vie de nos patients. Dans les services, que ce soit à l'interne ou à l'externe, on fait ce qu'il faut. Bon, juste pour nous donner peut-être un aperçu, parce que, bon, l'unité de psychiatrie, on n'en parle pas nécessairement souvent dans les médias. Profitons-en. Ça ressemble à quoi? Je veux dire, il y a combien de patients? C'est quoi l'ampleur de ce département-là? Puis vous êtes aussi en lien forcément avec Charlemagne maintenant, avec le CIS Montérégie-Centre. Bref, ça ressemble à quoi l'unité de psychiatrie aujourd'hui? Bien, si je parle spécifiquement de notre hôpital ici à Saint-Jean, on a une unité de 38 lits. Okay. Donc, 28 lits qui sont destinés à la clientèle qu'on appelle la clientèle régulière. Donc, c'est des gens qui peuvent être hospitalisés en moyenne jusqu'à 2 semaines. Parfois, ça peut être quelques mois, malheureusement, quand les gens en ont besoin. Parfois, c'est beaucoup plus rapide, quelques jours. Des gens qui souffrent de schizophrénie, de troubles de l'humeur, différents problèmes de santé mentale, dont l'hospitalisation est le moyen
pour être capable de retrouver un mieux-être. Parce qu'on a une gamme de services très importante en santé mentale qui sont offerts en externe, à domicile, c'est très large. Donc, l'unité de psychiatrie, c'est quand les gens sont en phase aiguë de la maladie. Donc, ça, c'est nos 28 lits. Puis, on a également 10 lits qui sont ce qu'on appelle nos lits d'unité d'intervention, ce qu'on appelle l'UETT. Une unité d'intervention brève pour que les patients qui sont en situation de crise puissent être observés, stabilisés, évalués et dirigés là où ils vont pouvoir recevoir les meilleurs services. Donc, à l'unité de psychiatrie ou à l'externe parfois. Bon, avez-vous des projets particuliers à venir ou d'autres idées? Je ne sais pas. Bien, c'est sûr que, bon, pour les premières conversations qu'on a avec l'équipe de Benoît, ce projet-là a été financé. Il était très porteur, il nous a parlé, c'était un besoin immédiat. La Fondation a dit oui. Benoît a aussi présenté un autre projet beaucoup plus important, je pourrais dire, sur lequel la Fondation s'attarde intensément ces temps-ci. Donc, on est peut-être un peu tôt pour annoncer des choses, mais on pense faire de belles choses avec son équipe. Et pour cette clientèle-là, vous avez dit, on ne parle pas souvent, mais c'est quand même 38 lits? Oui, c'est 38 lits. Beaucoup de personnes qui y pensent. C'est de moins en moins tabou, la maladie mentale, heureusement, entre autres à cause de Belle, qui en font vraiment la promotion. Les gens en parlent aussi de plus en plus. Donc, c'est une clientèle qu'il faut desservir et peut-être qui ont connu moins d'investissement dans les dernières années. Est-ce qu'on vient à bout des tabous? De plus en plus. Excusez-moi. La santé mentale fait peur. Les gens hésitent à en parler. Hein. C'est quand on a un beau-frère, quelqu'un de notre famille qui se blesse le dos, qui se blesse une jambe. On n'hésite pas à lui dire hey, comment ça va? Tu es voir ton ortho? Est-ce que tu te sens mieux? Tu es capable de marcher? Ainsi de suite. Quand on a un proche qui souffre ne serait-ce que d'une dépression ou d'un autre problème de santé mentale, on est toujours beaucoup plus prude, on a plus de pudeur à questionner, à valider des choses avec les gens. Je pense que c'est encore un tabou, mais de plus en plus, parce qu'on en parle, on n'hésite plus à en parler. Puis, beaucoup de gens, et je suis très content de le voir, notamment la Fondation, décident de prendre la mission de santé mentale comme une cause de la communauté, une cause de société. On dit, hey, de quoi avez-vous besoin pour qu'on vous aide? Alors, c'est la raison pour laquelle je suis souvent dans les bureaux de la Fondation. Donc, les visites ne sont pas terminées. Non. Bien, à vous deux, merci infiniment Merci. de votre passage à l'émission. Puis, restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une invention, une création, et c'est une entreprise de Saint-Jean, des vestes airbag pour les motocyclistes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on va aller jouer au hockey? Oui, avec Steve Robitaille du côté du hockey dans le temps à Lac-Champlain, Alex. Après ça, quelques degrés de plus, on va aller se promener dans le centre. Oui, avec Karine Bourassa et Isabelle Darège pour le Trophée Rose des Sables. Ah, puis les pattes sont pour le Super Bowl cette semaine. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Voilà un produit, en tout cas que moi, je ne connaissais pas. C'est clair, je ne suis pas un motocycliste. Ce n'est pas une industrie que je connais, mais quand même, on se tient au fait des grandes nouvelles. Et je ne savais pas qu'il existait des vestes airbag pour les motocyclistes. Et heureux d'apprendre, oui, c'est un produit japonais, mais au Québec, au Canada, très, très peu de distributeurs. Et c'est un gars de la région qui a parti son entreprise, Protexport. Il est avec nous. Éric Moffett, bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, premièrement, juste faire une histoire courte. Vous étiez dans quel domaine auparavant? Dans le domaine de la moto, j'ai fait de la course auparavant. Pendant à peu près 4 ans, championnat canadien. Par la suite, j'ai donné des cours avec l'école de pilotage ASM Motorsport pendant 6 ans. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un intérêt à regarder ça. Le copropriétaire avec qui j'étais en avait acheté une pour lui-même, puis j'ai trouvé ça très intéressant, puis personne n'en avait ici. Fait que depuis 6 ans, on a commencé à le tenir, mais c'était comme juste
un à côté, si on veut. Et dans cet historique de motocycliste, Oui. quelques blessures au passage? Bien sûr, les clavicules. Dans ce temps-là, on n'avait malheureusement pas ça. J'avais pas accès à ça quand moi je coursais. Quand j'ai vu ça, j'ai fait hey, wow, ça peut tellement sauver des grosses blessures. Puis ils disent que ça sauve 75 des blessures graves là, au niveau de la colonne cervicale, poumon et. Pourquoi c'est si peu connu? Je pense que je sais que le distributeur canadien à Vancouver a le produit peut-être depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'au niveau marketing, je vois qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu de ce côté-là. Nous, quand on a eu l'idée de ramener ça ici au Québec, depuis ce temps-là, on pousse beaucoup pour ça, mais je pense que c'est peut-être le côté marketing qu'il y avait un petit peu de difficulté. Puis même à la limite, est-ce qu'il y a de la compétition dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui en font? Oui, on a un compétiteur direct, je vous dirais, qui vient de France, qui est un très bon produit également, mais on dirait que les gens, ça c'est pas encore peu connu. Fait que c'est un peu ça la problématique. Je vous dirais, je parle à des gens qui font de la motocyclette depuis 20 ans, puis ils me disent, Éric, j'ai jamais entendu parler de ça. OK. Fait que même si moi, je ne fais pas de la moto, c'est normal que je ne connaisse pas ça. Là. C'est malheureusement normal pour le moment. Ouais. Bon. Comment ça a parti? Comment ça a été développé? On comprend l'idée que, bon, il y a des gens qui se blessent Oui. en moto, puis qu'on essaie de les protéger. On connaît évidemment les airbags dans Oui. les autos. Mais comment l'idée s'est articulée Bien, sur ce produit-là? La compagnie japonaise Hit Air a commencé, c'était la première compagnie mondiale à développer le système en 1998. Par la suite, justement, je pense qu'au niveau des blessures, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens. Puis à partir de ce moment-là, en Europe, c'était très populaire au niveau des centres de police, autant en France qu'au Japon, qu'en Espagne. Maintenant, ces policiers-là roulent avec cette veste-là depuis plusieurs années. C'est quoi les matériaux ou qu'est-ce que ça prend? Parce que là, on voit évidemment Oui. sur la table, il y a des échantillons, Oui. mais il y en a une, évidemment, tout juste à côté de vous, qui est pleinement gonflée. Oui. Donc, ça nous donne un peu le look, mais c'est fait avec quoi, ça? Bien, nylon et polyester, c'est du 500D, je crois, au niveau du nom du matériel, si on veut. Mais c'est un matériel qui est très résistant. Moi-même, j'ai été surpris parce qu'en étant dans le domaine du circuit, de la piste, j'ai plusieurs gens qui en ont acheté, qui ont tombé parce que sur le circuit, on pousse un peu plus la Ouais. machine. Et puis, ça garde... Ça résiste Oui. À une traînée sur Oui, l'asphalte. je vous dirais Ouais. qu'une fois sur 10, quelqu'un va réussir à passer à travers le nylon. Et en dessous, il y a comme un genre d'une membrane en plastique, si on veut. Et qu'est-ce qui fait que ça rouvre et dans quel délai? 0,25 secondes, un quart de seconde. Et comme on voit ici, il y a un fil qui est attaché et le fil est attaché après la moto. Ça prend 70 livres de pression. Dès qu'on éjecte, qu'on est éjecté, ça veut dire qu'on n'était même pas un pied de la moto, la tige va sortir et puis il y a une bonbonne de CO2 qui fait que le mécanisme prend un quart de seconde avant de gonfler. Donc, à un pied de la moto, Oui. 70 livres de pression, pouf, c'est là que ça éclate. Oui. Puis donc, ça rouvre assez. Donc la veste a le temps d'ouvrir avant que la personne tombe par terre. Et voilà. C'est le pourquoi de la vitesse de déclenchement. C'est assez impressionnant. Tantôt, comme je te dis, si jamais tu veux le voir live, on va en faire une. Mais oui, c'est l'idée qu'on le mette assez serré pour que les gens, dès qu'ils se mettent semi-debout, on sent la mise en tension du fil et que là, si, mettons, il y a un coup raide, elle partirait tout de suite. Dans le fond, c'est une invention qui, somme toute, est assez simple. Très simple. J'imagine que c'est peut-être le perfectionnement en arrière de ça. Mais oui, c'est un fonctionnement très simple, un mécanisme et puis une tige de métal qui perce la bonbonne de CO2 et le mécanisme gonfle. Là, dans le fond, il y en a pour les hommes, pour Oui. les femmes, Oui. pour les enfants, pour des messieurs de 300 livres. Oui. Ça existe aussi. Donc, Oui. je veux dire, donc, il y a vraiment différentes tailles. Oui, puis je vous dirais, chaque modèle a à peu près 2 tailles et sont ajustables entre, mettons, 80 à 100 livres de différence au niveau du poids. Prenons l'exemple de la rouge. Je vais juste Oui. la prendre si vous voulez me la sûr. donner. Donc, ça, c'est pour... Ça, c'est le format enfant. Oui, enfant ou petite personne. Ou petite personne. Mon garçon de 8 ans et demi porte celle-ci, il pèse 58 livres et c'est exactement le minimum, c'est 56 livres qu'on peut la porter. Bon. C'est quoi le sentiment de protection qu'on a quand on l'a? Un peu comme un policier qui Oui. porte une veste par balle quand Oui. il patrouille. Là. Je veux dire, quand on est motocycliste puis qu'on a ça sur le dos, est-ce qu'on trouve ça encombrant? Est-ce qu'on se dit, il fait chaud cet été, on est en juillet, il fait 32 degrés, ça ne me tente pas de porter ça? Comme un policier qui ne tente pas de porter sa veste par balle parce que c'est tannant. Je veux dire, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'à un moment donné, il y a un inconfort? C'est une des meilleures questions les plus fréquentes que je me fais poser. On ne la sent presque pas. Là, tous les gens que je l'ai fait essayer sont comme, c'est 2,5 livres au total de la veste et la majorité du poids est la bonbonne ici en avant. Je vous dirais, un coup qu'on l'a, moi, maintenant, c'est comme un casque ou des gants. Je ne suis plus capable de rouler sans. Je me sens un peu tout nu, si je peux dire ça. C'est ça l'histoire, oui. Oui, OK. parce qu'il manque quelque chose. Bon, prenons exemple ici, la noire. Ça, Oui. c'est pour adultes. Oui. Pour un gars de mon gabarit, disons. Oui. Là. Donc, on parle de 2 livres à peu près?
Oui, 2,5 livres au total. 2,5 livres. Oui. Donc, c'est sûr que c'est pas... on sent qu'il y a une résistance, on sent qu'il y a un poids, mais c'est pas tant non plus, là. Bon. Là, est-ce qu'on peut faire le test en toute sécurité? Bien sûr. Bon. Ça veut dire que je me mets ça autour de la taille, Oui. puis là, ça va partir, cette affaire-là. Moi, je vais tirer. On va tirer sur la corde. Oui. Donc, allons-y pour faire le test. Là, c'est sûr que j'ai un veston, un micro, puis une oreillette. Là. Je vais me lever ici. Parce qu'il y a comme un plastron Oui. ici à l'arrière. Ça, c'est un petit Ouais. bac protecteur, un petit protecteur dorsal. Qui Ah, c'est vient pas obligé, ça. Non, OK. c'est pas obligatoire. OK. Bon, fait que là, disons, je vais essayer de ne pas accrocher le micro pour nos amis en régie. Voilà, je vais essayer, regarde, je vais boutonner le veston, ça va être plus Super. facile. Je vais te Puis là, l'ajuster. évidemment, on s'entend qu'il faut ajuster. Donc, Yes. donc, il y a des courroies pour ajuster, c'est Oui, ça? c'est en plein ça. Comme ce modèle-ci fait de 140 livres, 135 jusqu'à peu près 200 livres environ. Moi, je suis plus proche du 200 que du Je 145. pense qu'on va être Mais correct. bon, Vous me direz, là. ça va. Est-ce qu'il faut que ça soit très serré ou juste correct? Moi, je dis ajuster. Comme ça, en ce moment, pour vous, là, je la C'est trop? serrais, oui, je la serrais un petit peu plus. Oui? Oui. Donc, on revient à l'intérieur à Ben, ce moment-là? Oui, pour le démo, c'est pas l'obligation. Mais moi, je dis que c'est surtout Il faut quand que ça on soit roule. ajusté. Oui, surtout quand on roule, on veut pas que la veste là, un petit peu flacote au vent et elle nous dérange. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de problème. Ça devrait être bien. OK. Donc là, on arrive ici, on reclippe. Voilà. Et là, dans le fond, ce qui fait le déclenchement, c'est ça ici qui est attaché sur le devant du guidon? Oui, devant du guidon ou en dessous de la selle ou sur le côté, sur le frame, si on veut, le cadre de la moto. Mais là, qu'est-ce qui arrive si je décide d'aller au poste d'essence? Oui. Puis là, il faut que je la détache, là. Oui. Parce que si je me lève puis je m'en vais mettre de l'essence au Ça couche-tard... arrive- C'est une très bonne question, ça Là, n'arrivera pas. C'est non? 70 livres, regardez. Fait que même si vous l'oubliez, OK. elle ne partira pas. 70 livres. OK, à je vais zéro. avoir le temps de la détacher. Si je me lève puis j'oublie que je suis attaché, là. Ça prend vraiment un choc. Si jamais, à la limite, vous la traînez, la moto risque de tomber à terre au lieu que celle-ci OK. gonfle. Là, quand ça va gonfler, cette affaire-là, est-ce que je vais avoir un choc? Est-ce que je vais... Un choc plus en compression. je vais être surpris? Un peu. OK, je vais juste m'accoter ici. Moi, je veux vais le pas mettre de l'autre tomber. côté. Je vais le mettre ici. Oui, vous préférez. Ça. Ah oui, vous allez avoir Ouais. plus de jeu. Je ne sais pas si au niveau de la caméra, on est correct. C'est bon? Oui, peut-être vous en venir ici. Oui. Peut-être que ça serait plus facile. On a la caméra qui est dans le fond là-bas. Donc là, Je OK. te le dis pas, puis j'y vais. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. OK. Là, tu peux te tourner. On va montrer ce que ça dit. Fait qu'on voit Là, je ces sens que je suis protections. très Oui, comprimé. comprimé, là, Oui. ready, là, beaucoup, là. C'est normal. Puis aussi, il y a le stress. Hein. Je te dirais que des fois, les gens ont l'impression que ça compresse un petit peu au niveau respiratoire, mais il n'y a OK. pas de problème. au Et là, niveau on va de rester comme ça respiration. tout le temps, là. Un peu Non. comme celle qui est là, non? Elle va dégonfler à peu près en dedans d'une minute et demie, 2 minutes. Mais comme je dis aux gens, si vous voulez qu'on le fasse rapidement, soit qu'ils peuvent la Ça, défaire c'est la ici. bonbonne qui est ici, Et là. voilà, la bonbonne de CO2. OK. Puis là, on le voit. Si j'ai juste besoin de la défaire comme ça, on prend 3 secondes et quart. Puis vous allez le sentir automatiquement. Que ça va lâcher. Ouais. Il y a des tours, attendez. Et On voilà. va l'avoir. On y arrive. OK, là, on sent le... OK. Sinon, ça prend à peu près 2 minutes avant qu'elle se dégonfle complètement. Ça, la bonbonne, puis vous pouvez vous rasseoir ici, là. Est-ce qu'il faut la changer périodiquement? Est-ce qu'il y a une durée de vie sur les bonbonnes? Très bonne question. Normalement, on dit aux gens, moi je dis aux gens, il n'y a pas de durée de vie pour la bonbonne en soi, mais la veste, de l'essayer peut-être une fois par 2 ans, pour être certain que le mécanisme fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de trou que quelqu'un ne l'aurait pas vu, des choses comme ça. Mais sinon, cette bonbonne-là peut durer très longtemps. Là, ce qui est bizarre, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, une des questions qui vous a été posée par l'équipe technique, c'est OK, mais pour les motoneiges, ça marche-tu? Pour le moment, ça marche dans le sens où, oui, elle va être fonctionnelle, mais la garantie du 0,25, un quart de seconde pour le déploiement n'est pas efficace dans ce sens-là. Ça peut prendre peut-être 2 secondes parce que c'est une bonbonne de CO2. Puis l'effet de compression au niveau du gaz fait Quand qu'il il y a fait comme froid, un dans le fond, c'est le froid, Et c'est ça? voilà, et voilà. Fait que je vous dirais qu'en bas de -5, là, ça commence à faire une différence au niveau du délai. C'est sûr qu'on dit aux gens, si vous l'avez pour la moto, mettez-la pour la motoneige, mais l'efficacité pour le moment n'est pas optimale pour ce qui est des motoneiges. à Vous cause nous du avez froid. amené aussi un casque. Pourquoi? Oui. Bien, le casque, c'était plus pour toi, pour la démonstration. OK. Oui, finalement, on ne l'a pas utilisé, mais C'est bon. c'était le but. OK, mais j'aurais pu mettre le casque, Oui. effectivement. Alors, c'est sûr que le casque nous donne, évidemment, la protection pour la Oui. tête. Mais vous disiez tantôt que quand il y a des accidents, il y a aussi donc des blessures au corps Oui. quand les personnes tombent en bas de la moto et sont traînées sur la route. là. Bien, c'était répertorié même à travers la SAC. Là. La grosse partie des blessures aussi qui est grave, si on veut, c'est la cage thoracique, les poumons, côte, et ainsi de suite. colonne, dans le fond? Oui, C'est oui. ça? Puis comme on voit ici, tout au niveau de la colonne cervicale, la protection ici, ça empêche les gens Parce que de ça faire monte des assez haut whiplash. dans le cou, là. Oui.
Fait que le casque vous arrive ici à peu près. Il y a un petit espace de ça qui est juste un mini-jeu. Fait que ça empêche tous les whiplash, comme on dit, les coups de lièvre. Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'entreprise? Bien, ma propre entreprise, juste ça fait 2 ans, mais on la tient depuis 6 ans. OK. Et là, c'est quoi maintenant les projets d'avenir? Faire connaître le produit? J'imagine que vous devez aller dans des places, des salons de moto, des trucs comme ça. Je sais Salon pas, de hein. moto fin février à Montréal. Mon but, ça serait d'être distributeur de l'Est du Canada parce qu'il n'y a aucun distributeur, aucun même revendeur de ces vestes-là dans l'Est du Canada du tout. Je suis le plus loin dans l'Est. Fait que, Et quelqu'un qui va dans un magasin de moto, Oui. là, est-ce qu'il peut en acheter? pour le moment, non. Il faut qu'il passe à travers moi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me faire connaître un peu plus à Est-ce que travers vous Facebook. vendez en ligne ou c'est dans Oui. les projets? Oui. Oui, mon site Internet est fonctionnel, c'est en ligne. Transactionnel. Oui. Donc, c'est quelqu'un ça. peut acheter la veste puis il se la fait livrer par la C'est poste en plein là, ou ça. par Purolator et Oui, compagnie. c'est là. en plein ça. OK. Mais ça a un potentiel intéressant. Je ne sais pas comment il y a de motocyclistes au Québec. Je ne sais pas. Il doit y en avoir. On parlait, je pense, de près de 300 000, si je ne me trompe pas. C'était beaucoup, là. Et là, la question qui tue, c'est comment ça coûte? Entre 700 et 800 $ dépendant des modèles. Mais en même temps, si tu as le moyen de te payer une moto puis des plaques qui coûtent assez cher, ça a l'air, puis les assurances aussi. Là. C'est rendu, surtout l'espace, c'est rendu 1800, je crois, cette année. Pour moi, tu sais, je le montre souvent, le petit calcul cassé 2 fois. Je me dis, ça m'a coûté beaucoup plus cher comme travailleur autonome, on n'a pas travaillé pendant 4 à 6 semaines qu'investir là-dessus. Je dis aux gens, écoutez, je comprends qu'il faut le prévoir, mais moi, je pense pas, je suis convaincu que c'est un investissement à courir à moyen terme. Oui, puis en même temps, on l'amortit sur plusieurs années. On s'entend voilà. qu'on garde ça très longtemps. là. Oui, Oui, il faut y penser, la sécurité. Félicitations, merci, puis bonne chance pour la suite. merci à toi. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Je m'adresse ici aux amateurs de plein air. Parfois, on cherche des endroits où aller. Et pourtant, dans la région, ici, à 30-40 minutes, il y a le parc régional de Saint-Bernard-de-la-Colle pour faire toutes sortes d'activités. Donc, si ça vous intéresse, vous avez l'adresse Internet à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville et l'émission s'appelle tout bonnement Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous la manquez, elle se retrouve sur le site Internet. Et pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.